Prêt à faire feu. Adam et Jimmy sautent de joie. Bon matin! Car ils testent la scène cliché du héros qui plonge sous l'eau On exerce notre corps et notre esprit. pour survivre à une explosion en surface. Oh yeah. Pendant ce temps, Cary Grant et Tori jouent de la gâchette. La science est plus amusante avec une arme plus puissante. Pour savoir si l'on peut protéger une voiture des balles Je ne sais pas pour vous, mais je me sens dans l'agence tout risque. uniquement avec des bottins. Elle est en vie. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage et Jimmy Heineman. On part à l'aventure. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. Grant Imahara, C'est une arme fatale. Cary Byron Il y a encore de la chimie entre nous. et Tori Bellucci. Des accidents et du feu, génial! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Qu'est-ce qu'on doit tester? J'y pense depuis un moment. Que dirais-tu d'être les héros de notre propre film d'action? Les méchants essaieraient de nous faire sauter, mais on arriverait à s'échapper. Est-ce que j'entends de la harpe? Regarde cet extrait. C'est une scène palpitante des plus classiques. Nos héros sont coincés sur un bateau et une bombe est sur le point d'exploser. Pour échapper à une mort certaine, ils plongent dans l'eau et après un énorme boom, reparaissent à la surface complètement indemnes. Tu te demandes si plonger sous l'eau peut nous éviter des blessures lors d'une explosion? Exactement. On va s'éclater. Les stupéfiants connaissent bien les ondes de choc. Ils ont vérifié si elles pouvaient amortir une chute, L'onde de choc. faire fondre du métal et produire des diamants. Mais d'où viennent-elles? Une onde de choc est créée lorsque les gaz qui se dilatent lors d'une explosion se déplacent plus rapidement que la vitesse du son. C'est ce front de choc qui provoque une vague destructrice. Mais peut-on éviter une mort imminente en se réfugiant sous l'eau? Pour le découvrir, les stupéfiants courent aux abris afin de tester le concept. À quoi sert ce réservoir? Jamie et moi, on voulait mettre sur pied une expérience qui nous permettrait d'observer la propagation des ondes de choc dans l'eau ainsi que dans l'air, c'est-à-dire dans un fluide à haute impédance par opposition à un fluide à faible impédance. Avec de l'acrylique, un peu de colle acrylique numéro 16, un produit de calfeutrage et des vis à tête ronde et fraisées, j'ai assemblé ce réservoir que j'ai divisé en deux dans le but de remplir cette moitié avec de l'eau et l'autre avec de la brume de glace sèche. Ou autrement dit, avec de l'air qu'on peut voir. On va poser un pétard juste ici, au centre, puis le faire exploser. Avec un peu de chance, on verra la même onde de choc se déplacer dans les deux substances et on observera les différences à l'aide de la caméra grande vitesse. Pour bien voir, Jamie compte sur ses cordes sensibles. Les bouts de ficelle seront suspendus dans l'eau et bougeront au passage de l'onde. Les réservoirs remplis et le pétard muni d'une amorce, tout est prêt pour le mini-carnage. C'est parfait. J'ai vu l'eau bouger. Allons voir le ralenti. À vrai dire, les images de la caméra grande vitesse ne révèlent pas grand-chose. Il faut quelque chose de plus gros que ce pétard. Je suis d'accord. On veut plus de puissance. Ce pétard contient à peine quelques grains de poudre éclair. Si on le tenait pendant qu'il explose, on aurait seulement une petite brûlure et nos doigts seraient engourdis. Agent Smith, il nous faut quelque chose de plus gros. Est-ce que vous pouvez nous aider? Le M80. Ça devrait aller. Ce truc contient quelques grammes de poudre éclair. Si on le tenait pendant qu'il éclate, on perdrait nos doigts. L'onde de choc sera suffisante pour notre expérience. Quand il est question d'onde de choc, la taille a de l'importance. Observons le M80. Allez, mon petit. Quel bruit! C'est curieux. J'ai vu la brume bouger, mais pas l'eau.
Regardons les images. Je n'ai rien vu, et toi? Je vois la fumée bouger. Vois-tu cette concentration? Rappelez-vous, il cherche une preuve qu'une onde de choc réagit différemment dans l'eau et dans l'air. Mais même en zoomant, ils ne perçoivent pas les ondes de choc. Pour intensifier l'explosion, il retourne vers l'agent Smith. Le M1000. Plus gros? Environ 100 fois plus gros. En espérant qu'il fera onduler les ficelles de Jamie. Oh, ça s'en vient, hein? Attention! Je pense qu'on verra des traces. Moi aussi. Est-ce que l'explosion a ouvert la porte? Il y a de l'eau au plafond. C'est toujours bon signe. Oui. Un bon signe, mais une fois de plus, la reprise présente le même problème. On ne perçoit pas l'onde de choc. Ils réagissent, mais différemment. Il ne nous montre pas ce qu'on veut voir. Je crois qu'on doit concevoir un autre test si on veut savoir s'il y a bel et bien une différence entre une onde de choc qui se déplace dans l'eau et une onde de choc qui se déplace dans l'air. T'as raison, on peut s'en aller. Et maintenant, notre trio teste un mythe de taille. Le bottin salvateur, qu'est-ce que c'est? Ce mythe vient d'une émission d'espionnage. Apparemment, si on est désespéré et fauché, il y a un moyen facile de rendre notre voiture à l'épreuve des balles. Avec des bottins. Exact. Si on insère des bottins dans la portière de la voiture, on peut facilement stopper les balles non perforantes. Je vois, c'est plausible. La balle atteint la portière et touche d'abord le métal qui absorbe le gros de l'énergie. Puis le reste est absorbé par les bottins. Ça se tient. Il fallait y penser. D'après cette scène d'espionnage tirée du petit écran, de simples feuilles peuvent arrêter des balles. Une seule couche de bottins placée dans les portières peut vous mettre à l'abri des tirs. Ce test sera très simple. On trouvera des portières, des bottins, puis on tirera dessus pour voir s'ils résistent aux balles. Oui, ça se résume à ça. Mais question d'être rigoureux, on devrait tirer avec différents types d'armes à feu. Car dans la vraie vie, on ne sait jamais à quoi on devra faire face. Commençons par nous rendre au parc à ferraille pour choisir des portières. Ils suivront les étapes à la lettre. Premièrement, trouver l'écran de métal. Oncle Owen, cette unité D2 a un défaut de motivator. Ici. C'est parfait! On dirait qu'il nous attendait. Génial. Bon, ma méthode ne marche pas. On a retiré les 4 portières de cette voiture. C'est tout ce qu'il faut apporter au champ de tir. Elles sont déjà vides, alors il suffira de pousser les bottins à l'intérieur. Ce sera sûrement un jeu d'enfant. De retour à l'atelier, les enfants commencent leur jeu. Cette préparation est certainement la plus simple de toute l'histoire des stupéfiants. Un trou rond et une pièce carrée. Ça ne rentre pas. Quand une couche de bottins est insérée dans chaque portière, l'équipe se transporte au champ de tir Vous êtes prêts à tirer? pour attaquer les cibles. Pour cette expérience, on dispose de 4 portières doublées d'une seule couche de bottins, ce qui, selon le mythe, est suffisant pour arrêter une balle. Sur le devant, on n'a pas une cible. On va installer les portières là-bas, puis on va tirer dans leur direction avec différentes armes à une distance de 9 mètres. On utilisera une arme de poing de calibre 9 mm, un 357 Magnum, un pistolet de calibre 45 et finalement un fusil de calibre 12. Le test est tout simple. Ils commenceront au minimum, puis poursuivront avec des munitions de plus en plus grosses. Certains se demandent peut-être pourquoi on ne tire pas directement sur des bottins. Eh bien, le mythe ne dit pas que les bottins résistent aux balles. Il dit qu'une voiture résiste aux balles si on se sert de ces grosses briques jaunes comme matériau par balle. La voiture et les bottins agissent de concert pour absorber l'énergie du projectile et rendre le véhicule résistant aux balles. On y va avec un 9 mm, le plus petit calibre de notre arsenal. C'est parti! Bravo! Pour le 9 mm, il y a un trou d'entrée, mais pas de trou de sortie. Regardez! Incroyable! 5 cm. C'est donc 1-0 pour les bottins. Obtiendra-t-on le même résultat avec la deuxième arme? Avec une vitesse initiale de 440 mètres par seconde, voici le 357 Magnum. Au tir, Tex! Un tir impeccable. Mais quel est le verdict? Je n'y crois pas. Elle ne s'est pas rendue de l'autre côté. Grâce aux bottins, la portière résiste aux balles.
Les bottins ont résisté au 9 mm, puis au 357 Magnum. Mais cette fois, j'essaie ce pistolet de calibre 45. Si cette arme n'en vient pas à bout, je serai très surpris. Attention! La balle a traversé la tôle. Et le bottin? Incroyable! Il l'a stoppé. C'est renversant, ça augure bien pour le mythe. 3-0 pour les bottins. Les munitions des armes de poing n'ont pas réussi à passer au travers. Mais maintenant, on teste une balle encore plus redoutable. Une cartouche de fusil de calibre 12. Il ventait. D'accord. La brise passée, Tori fait un autre essai avec le calibre 12. Super! Tori a visé dans le mille et par le fait même abattu son premier bottin. La cartouche de calibre 12 a complètement franchi la portière. Elle a traversé le panneau extérieur, la structure métallique, le bottin et le panneau de garniture. Tout un coup de feu. C'est bien vrai. Face à un fusil tirant une cartouche de 385 grains à 565 mètres par seconde, le bottin n'avait aucune chance. Maintenant, il va vraiment mordre la poussière, car Grant a sorti un fusil d'assaut M14. Bon, tout le monde est prêt? Oh, en plein dans le mille! La balle l'a complètement transpercé. Ce n'est pas étonnant. Elle n'a même pas ralenti. Elle a tout déchiré. Avec une vitesse initiale de 305 mètres par seconde de plus que le fusil de calibre 12, personne n'est surpris des résultats. Alors, qu'en est-il du mythe? Ce mythe parle de balles non perforantes dont la course est freinée par une portière remplie de bottins comme celle-ci. C'était vrai avec le 9 mm, le 357 Magnum et le pistolet de calibre 45, tous des armes de poing. Quand on passe à quelque chose de plus gros, les balles traversent la portière. Donc, le mythe est peut-être faux. Ou peut-être pas. Dans ce mythe cinématographique, nos héros se réfugient sous l'eau pour éviter d'être blessés par une bombe. Mais peut-on vraiment rester en vie en plongeant? Après 3 explosions non concluantes à petite échelle, On n'a absolument rien vu. c'est l'heure de faire monter les enjeux dans la seconde demeure des stupéfiants. Quelle belle journée pour faire sauter des trucs. Tout à fait. Les explosions sont toujours au programme, mais cette fois, au lieu d'essayer de voir les ondes de choc, on va les mesurer. Lorsqu'une explosion survient, elle produit une onde de choc ou une onde de pression, et cette onde peut causer des blessures. Comme notre mythe tourne autour de cette notion, on a ici un genre d'accessoire de plomberie qui est en fait un support pour l'instrument de détection essentiel de cette expérience, et j'ai nommé ceci, le disque de rupture d'Oseco. En gros, c'est un morceau de papier d'aluminium étalonné. Une fois installé dans son support, s'il se retrouve dans un environnement où la pression dépasse 90 kPa, il éclatera. Ce qui voudra dire que si on s'était trouvé à la place du disque, on aurait subi des blessures. JD, notre spécialiste des explosifs, fournira le C4 pour les tests. Il va exploser, mais on pourrait l'embellir. Faisons de boules. Comme dans les dessins animés. Ouais. Cette fois, Roadrunner n'a aucune chance. Laissons Adam nous expliquer la suite de l'expérience. On va allumer cette quantité précise de C4, ce qui va générer une onde de pression plutôt dangereuse qui fera éclater quelques-uns de ces disques alignés, mais pas tous. Par exemple, s'ils éclatent jusqu'ici et que les suivants restent intacts, on saura qu'à partir de cette distance, la pression produite par l'explosif cesse d'être dangereuse et de causer des blessures. Lorsqu'ils connaîtront cette distance clé, les gars s'en serviront pour leur version grandeur nature du test de l'air en opposition à l'eau. Vous êtes prêts? Vas-y, JD, tu peux l'allumer. Mesure de la distance dangereuse du C4. Je crois qu'on va la sentir. Oui, moi aussi. Quelle détonation! Ça réveille. Allons voir les disques. Excellent! Après cette explosion digne d'un dessin animé, les stupéfiants ont obtenu les données qu'ils cherchaient. Ils ont éclaté jusqu'ici. 3 mètres. C'est notre zone de danger. Notre zone de danger, 3 mètres alors. Passons à la phase 2.
On cherche à savoir si une explosion qui survient dans l'air peut facilement se propager dans l'eau. Et si oui, à quel point elle sera dangereuse. Pour le découvrir, les gars modifient leur installation pour que lors du deuxième test, ils puissent surveiller l'effet de l'onde de choc à la fois dans l'air et dans l'eau. À quoi sert ce test? C'est très simple. Une paire de disques de rupture dans l'air et une autre dans l'eau. Si le mythe est vrai, lors de l'explosion, ce disque va éclater, mais pas lui. C'est bon, soulevez-le! Il est temps de mettre la théorie à l'épreuve avec la même quantité de C4 placée à 3 mètres des deux paires de disques. Vas-y, JD, allume-le! C'est parti. Je sais pas pour toi, mais moi, je prédis qu'il y aura une différence. Moi aussi. J'ai hâte de voir l'onde de choc. C'est stimulant. Bon matin! Toute une explosion. Maintenant, allons comparer les disques. Ces deux disques ont éclaté. Ces deux disques sont intacts. Génial. Ce résultat me fait plaisir. Ça veut sûrement dire quelque chose. Un coup d'œil au ralenti confirme les soupçons de Jamie. Les images de la caméra grande vitesse le montrent clairement. Le disque de rupture qui se trouve à l'air libre éclate immédiatement, tandis que celui immergé dans l'eau reçoit aussi les effets, mais ne fait qu'onduler et à retardement. Ça signifie que l'eau atténue l'onde de choc. Elle la ralentit et la rend beaucoup moins puissante. Voilà qui est prometteur pour le mythe. L'eau semble effectivement freiner l'onde de choc et diminuer les risques de blessures. Mais on ne le saura pas de façon certaine avant de le tester pour vrai. D'après ces résultats, je crois qu'on devrait apporter de gros bassins d'eau dehors, puis plonger à l'intérieur. Excellente idée. Selon le mythe, si on ajoute une seule couche de bottin dans une portière, on crée un écran impénétrable à l'épreuve des balles. C'est totalement faux. Les cartouches du fusil de calibre 12 et du M14 l'ont transpercé. C'est le cas pour une couche de bottin. Mais combien en faudrait-il pour que notre voiture résiste aux plus puissantes munitions? On poursuit donc l'expérience. Évidemment, il nous faudra plus de bottins. On va utiliser les mêmes portières remplies de bottins et ajouter des couches. 10 pour être précis. On verra si c'est suffisant pour obtenir une voiture qui résiste à ces armes ultra puissantes. Une couche, c'est insuffisant. Mais combien en faudrait-il? Pour le savoir, l'équipe testera le pire scénario. 10 bottins. Cartouche de fusil de calibre 12 sur 10 bottins placés derrière la portière. Beau tir! Elle a traversé la portière parce que j'ai vu des confettis. Encore une fois, la cartouche a passé à travers la portière et un bottin. Mais combien de bottins ont été nécessaires pour freiner sa course? Seulement un dans la section voiture. C'est ironique. On s'est rendu jusqu'à la page 151. Seulement 2 bottins sont nécessaires pour arrêter une cartouche de calibre 12. En effet. Pas mal. Pas mal, mais il reste l'arme ultime à tester. C'est le dernier test. Je pense que la balle passera au travers. Ne raccrochez pas tout de suite, car il semble que Tori se soit peut-être trompée. La voilà. Elle est encore chaude. On a presque atteint le dos du premier bottin. En ajoutant celui enfoncé dans la portière, ça fait 2 bottins pour stopper une balle de M14. Je croyais qu'elle traverserait facilement la moitié de la pile. Moi, je croyais qu'elle la traverserait toute. Mais avec seulement 2 couches de bottins, on obtient une voiture par balle. Après une dure journée de travail, le mythe est détruit. Mais de justesse, ce qui fait réfléchir notre trio. Le fait qu'on puisse protéger une portière avec une seule couche de bottin est complètement faux. Oui, mais on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire? Comme on a pu arrêter toutes les balles avec 2 bottins derrière la portière, l'idée d'une voiture qui résiste aux balles grâce à des bottins est peut-être possible, et on devrait en faire une. Une voiture entière? Ouais. Complètement à l'épreuve des balles? Ouais. J'adore ça. Un instant, il y a 2 problèmes.
Premièrement, on a déterminé qu'il fallait 2 bottins pour avoir une portière par balle. Mais combien pour les vitres? Et deuxièmement, il y aura peut-être tellement de bottins que la voiture sera trop lourde pour avancer. Alors, trouvons combien il faut de bottins pour une vitre par balle, puis faisons des calculs pour savoir si, une fois la voiture remplie, elle réussira à avancer. Ensuite, on construira notre voiture par balle. Tori est motivé, mais avant de modifier la voiture, l'équipe se penche sur la question des vitres. Combien de bottins faudra-t-il pour freiner la balle? Pour le savoir, Tori et Kerry placent 10 bottins derrière la vitre et pointent l'imposant M14 en direction de la cible. 3, 2, 1. Je dirais qu'elle a traversé 3 bottins. Allons voir. Oh oui! Il a raison, 3 bottins. La voilà! Tadam! Mais il y a un problème. Avec 3 bottins dans la voiture, il n'y aura plus de place pour le conducteur. Bon point. À quoi sert une voiture par balle si le conducteur ne peut pas y entrer? Pour lui laisser de l'espace, on essaie la formation en sandwich. 2 bottins à l'extérieur et 1 à l'intérieur. In 3, 2, 1. Mais malheureusement, Elle est ressortie derrière. la balle n'a fait qu'une bouchée du sandwich. C'est fou, c'était pourtant la même quantité de matériaux. 3 bottins et une vitre. Eh bien, ça veut donc dire que lorsque la balle atteint la vitre, une surface dure, celle-ci se déforme, puis la balle est absorbée par les 3 bottins qui suivent. C'est juste. Quand la balle touche d'abord une surface rigide, comme du métal ou une vitre, elle dissipe une grande partie de son énergie. Mais lorsqu'elle touche d'abord les bottins, une matière plus flexible, l'énergie se répand moins et la balle poursuit sa trajectoire. Tori et Kerry vont maintenant vérifier combien de bottins placés devant la vitre pourront stopper la balle. Le fusil est armé. Dans 3, 2, 1... Elle a traversé tout ça? J'espère que non. En fait, la balle a traversé 4 bottins et demi, plus du double des bottins requis pour la portière. Imagine le poids que ça fera quand on aura recouvert chaque fenêtre avec 5 bottins. C'est mieux que 10 bottins? D'accord, monsieur Positif. De toute évidence, la tâche qui les attend n'est pas perçue de la même façon par tout le monde. Eh bien, il y a 2 manières de voir les résultats du dernier test. Il y a la mienne, c'est-à-dire « Oh mon Dieu, ça prend 5 bottins pour stopper une balle. » Et il y a celle de Tori, soit « Super, seulement 5 bottins pour stopper la balle. » On saura si le verre est à moitié vide ou à moitié plein quand nos calculs montreront non seulement combien il faudra de bottins pour recouvrir uniquement les fenêtres et combien ils pèseront, mais aussi combien il faudra de bottins pour toute la voiture, ce qui l'empêchera peut-être d'avancer. Si une bombe est sur le point d'exploser et que la seule issue possible est de plonger, se retrouver sous l'eau peut-il nous protéger? C'est ce qu'Adam et Jimmy tentent de vérifier. Bon matin! On vient de voir qu'il semble bien y avoir un avantage à être submergé lorsqu'une bombe explose. Le disque de rupture placé sous l'eau était intact et celui à l'air libre était percé. Par contre, on a utilisé un petit réservoir. La taille et la nature de ce réservoir ont peut-être trompé les résultats, alors ils ne sont pas définitifs. On va donc le tester en situation réelle sur un vrai plan d'eau. On est en train de créer une installation qui nous donnera les mesures à la fois à la surface et sous l'eau. Je crois qu'on a tout. Allons faire de la plongée et créer des explosions. D'accord. Le matériel chargé, on se rend sur le lieu de tournage. Splendide! On pourra mettre le bateau à l'eau par ici. C'est parfait. Ce lac est joli, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas un vrai lac, mais un bassin artificiel. Plus précisément, le bassin 232 du Rancho Arroyo Seco. Le fait qu'il n'y ait pas de faune qui vit ici est idéal. Pourquoi? Oui, pour faire des explosions. Une belle journée en perspective. Mais avant de faire sauter quoi que ce soit, les gars doivent monter leur installation et s'assurer qu'elle flotte. Voilà notre quai. L'autre sera fantastique. Pendant que Jamie s'occupe des structures flottantes, Adam s'affaire à la chaîne de montage. 24 disques de rupture. Comment va-t-on tester à l'échelle réelle le mythe selon lequel plonger sous l'eau peut nous protéger d'une explosion? Tout d'abord, on a une étendue d'eau.
Ensuite, on a cette plateforme qui recevra bientôt plusieurs types d'explosifs exactement là où je suis assis. Pour recueillir nos données, on utilisera les disques de rupture d'Oseco que l'on insérera dans ces trucs. Ils sont étalonnés à 90 kPa, la limite au-delà de laquelle un humain est blessé. On installera les mâts et leurs disques à 1,5 m, 3, 6 et 15 mètres de l'explosion. On placera les supports à disques comme ceci sur nos mâts flottants à 1,5 m au-dessus de l'eau. 5 feet under the water and 10 feet under the water. Si le mythe est vrai, si sauter dans l'eau peut vraiment nous protéger d'une explosion, sur l'un de nos mâts, le disque à la surface éclatera. Et ceux sous la surface resteront intacts. Et pour des résultats convaincants, ils effectueront 3 tests avec chaque fois 23 kilos d'un type d'explosif différent, à commencer par l'essence. On a mis 30 litres d'essence là-haut. Ça nous donnera une belle grosse explosion à la Hollywood. On verra une grosse boule de feu, mais je ne crois pas que l'impact sera très grand. Selon moi, les disques n'éclateront pas. Ça fera plus de bruit que de mal. Voici les boutons, mise en marche et explosion. Quand je les enfoncerai, les 23 kilos d'essence posés sur le trépied derrière moi vont sauter. Est-ce qu'on constatera que se trouver sous l'eau est mieux qu'être à la surface? Je ne sais pas. Oui, c'est une facette inexplorée de la science. On sait comment les ondes de choc réagissent dans l'air et dans l'eau, mais on ne sait pas ce qui se produira lorsque le front de choc passera de l'air à l'eau. L'onde va-t-elle entrer dans l'eau et accélérer? Va-t-elle ralentir? Ou va-t-elle se réfléchir sur la surface? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. T'es prêt? Je suis prêt. J'ai bu mon café, on peut y aller. Tandis que l'essence ballotte à la surface du bassin, Jamie prononce ces mots familiers. Prêt à faire feu! Prêt à faire feu! Prêt à faire feu! Et Adam appuie sur le bouton. 3, 2, 1... C'était énorme! En effet. Nos mâts sont encore en place, mais la plateforme a disparu. L'onde de pression produite par l'essence a peut-être détruit la plateforme, mais l'important est de savoir comment les disques s'en sont sortis. À la surface, tout comme sous l'eau, à 15, 6 et 3 mètres, ils sont tous intacts. Pas de rupture. First discs are intact. Mais au mât, situé à 1,5 m, le disque à la surface gâche cette note parfaite. À 1,5 m, il est percé. Mais sous l'eau, c'est une autre histoire. The burst discs are totally intact. Intéressant. I thought so. Ça augure bien pour le mythe. À 1,5 m, le disque à la surface a éclaté, mais ceux sous l'eau sont restés intacts. L'explosion à l'essence n'a pas produit une grosse onde de choc. Elle a toutefois créé une belle boule de feu. Et je dois dire que si je me retrouvais proche de ça, je plongerais sous l'eau pour éviter de me brûler. Bonne idée, mais une onde de choc n'est pas assez pour formuler une conclusion. Les stupéfiants n'ont pas l'intention d'en rester là. Les membres de l'équipe ont obtenu leurs données pour blinder une voiture avec des bottins. 2 bottins derrière la portière et 5 devant la vitre permettront d'avoir une voiture par balle. Regardez, des diamants! C'est maintenant l'heure de passer à l'action. Belle bagnole, mon vieux. Merci. Mais il y a un problème. Lequel? La capacité de charge de cette voiture est de 815 kg. Pour la rendre complètement résistante aux balles, il nous faudrait plus de 900 bottins, ce qui pèse plus de 1800 kg. Autrement dit, la voiture serait tellement lourde qu'elle n'avancerait plus. Exactement. Pour qu'on puisse la conduire, on doit utiliser un maximum de 400 bottins. Tout n'est pas perdu. Pensons de façon stratégique. On peut retirer le poids inutile et protéger les parties prioritaires, autour du conducteur, du bloc moteur, et les passagers à l'arrière pourraient simplement se pencher. Parfait. On a du pain sur la planche. On peut se débarrasser des sièges. Oui, on gagnera quelques bottins. Pour blinder cette voiture, tout est dans la répartition du poids. Ça roule. Toutes les charges inutiles sont arrachées du véhicule. Ce sera plus léger comme ça. Une vraie boucherie!
La voiture dépouillée, Carrie et Tori passent au rembourrage stratégique. Évidemment, on ne peut pas protéger sa voiture avec des bottins au beau milieu d'une poursuite. Voici donc le scénario. Tous les trois, on est coincés dans un entrepôt encerclé par des tireurs fous et il y a une voiture et des bottins à l'intérieur. Alors on blinde la voiture avant de s'échapper. C'est plausible, non? Pendant que Grant met en place son système de contrôle à distance, grâce à la prise de vue en accéléré, on peut voir Carrie et Tori fixer les bottins en un éclair. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens dans l'agence tout risque. La voiture entièrement recouverte et la télécommande installée, notre véhicule de papier est monté dans le camion pour se faire conduire dans un lieu familier. La carrière, j'adore cet endroit. Tout d'abord, l'équipe doit tester la télécommande de Grant. Regarde comme elle est basse à l'avant. Avec 400 bottins qui l'écrasent, la voiture ne gagnerait certainement pas un concours de vitesse. À quelle vitesse peut-elle s'échapper? Entre 15 et 25 km/h. Elle résiste aux balles, mais on peut la rattraper à vélo. Si elle résiste aux balles, elle n'a pas besoin d'être rapide. Grant a raison. Mais comment sauront-ils si elle est assez résistante? Viens, Trudy. Eh oui, on a une famille complète de poupées gonflables que l'on placera dans la voiture. Si l'une d'elles se dégonfle, on saura qu'une balle a pénétré à l'intérieur. Prête? Prête. Super. Pour rendre la situation un peu plus réaliste, on utilisera le reste des bottins pour simuler le poids des passagers. Très bien. Avec notre ami gonflable derrière le volant et les passagers tapis à l'arrière dans l'espace prévu pour les jambes, quel est le plan? Notre véhicule par balle, protégé par des bottins, partira du bout de la carrière. Il va se précipiter dans cette direction et franchir 180 mètres pour se mettre en lieu sûr. Je serai sur cette crête avec mon M14 et Tori sera là-bas avec un fusil de calibre 12. Tu es prêt? Grant, tu es prêt? Super, c'est l'heure de la science. N'oubliez pas, ils n'ont pu utiliser que 400 des 900 bottins nécessaires pour blinder la voiture à 100%. Leur recouvrage stratégique parviendra-t-il à protéger à la fois le bloc moteur et les passagers? Shooters ready! Ready! Hitting the gas! Grant actionne un bouton et la voiture par balle s'élance tant bien que mal à travers la carrière. Puis, rien ne va plus. Carrie et Tori tirent en rafale sur l'armure de papier. Jusqu'à ce que le bazou atteigne l'autre côté. Gas off! Brake off! Killing it! Je sais que je l'ai touché, mais j'ai hâte de voir si les balles l'ont pénétré. C'était vraiment amusant. On se serait cru dans un stand de tir. Les balles ont bel et bien atteint la cible. Mais les passagers ont-ils survécu? Elle est en vie! Elle a survécu! Oh mon Dieu! On a blindé cette voiture avec rien d'autre que des bottins. Allons voir les passagers. 1. Voilà Chapman. Il va bien. Et 2. Lui aussi. Toute la famille a survécu. Le blindage de bottins a rempli son rôle contre le fusil de calibre 12 et le M14. C'est l'heure de faire monter l'intensité d'un cran. Ah oui? Disons que les méchants sont sans pitié et qu'ils ont des armes vraiment menaçantes. La science est plus amusante avec une arme plus puissante. Absolument. Cette fois, nos méchants effectueront des tirs d'enfer. Carrie et moi, on utilisera un UMP-40 et un M16 automatique. Si la voiture échappe à ces fusils, on sortira de plus grosses armes. Et pour s'assurer qu'assez de tirs atteignent le véhicule, on a un invité, le shérif adjoint Eric de l'équipe tactique du comté de Calaveras. Bienvenue au Gun Show. Prêt? Prêt. Notre monstre jaune à la ligne de départ et un trio d'armes automatiques prêts à faire feu, Grant lance l'assaut. All right. Brake is coming off. Here goes the gas. Comme la dernière fois, la voiture roule bruyamment vers la ligne de feu. Les fusils tirent un feu nourri et les confettis volent partout. Jusqu'à ce que le véhicule atteigne le bout du dangereux couloir. Brakes on. Killing the engine. C'était trop cool. Excellent tir. Sortons le ruban jaune. Ça m'étonnerait que Trudy s'en soit tiré. Je me demande si... Bon Dieu! Regardez tous ces trous! Le blindage de bottins a été criblé de balles, mais qu'en est-il des passagers? Hey! Je vois du papier déchiqueté. Elle va bien.
Ouais, il y a des confettis. La voiture n'a pas résisté aux balles, mais notre poupée a été très chanceuse. Et elle n'est pas la seule. Incroyable mais vrai, les 2 autres passagers sont également intacts. Nos passagers ont survécu. C'est bien. Si j'ai le choix entre une voiture ordinaire et une couverte de bottins, je choisis les bottins. Pour ce dernier essai, on n'exagère pas en disant qu'on sort nos gros canons. Oh my. Oh mon Dieu! La règle dit qu'on doit pouvoir transporter une arme pour l'utiliser. Je peux la transporter. La règle est qu'il est interdit de se procurer ces fusils de calibre 50 en Californie. Sauf pour nos amis de la police. C'est la plus belle journée de ma vie. Pour tester ce mythe, on a utilisé un fusil de calibre 12, un M14 et des mitrailleuses. C'était amusant, mais pas vraiment adéquat. On passe donc aux choses sérieuses. On a des munitions de calibre 50, des 416 Barrett et des cartouches 338 Lapua. On va bien rigoler. Beaucoup de plaisir en perspective. On ne doit pas les rater. Shooters ready! Ready? Here goes the gas. Place au carnage. La voiture est bombardée par une pluie de tirs. Les balles l'atteignent une après l'autre. Soudain, Carrie vise le bloc moteur, puis... C'est ici que se termine la fuite de la voiture blindée. Quelque chose l'a arrêté? Je crois savoir ce que c'est. Terry a tiré un coup de feu et je vous le jure, j'ai failli faire une crise cardiaque. La terre a tremblé. Un gros nuage de poussière s'est élevé dans les airs et le tir a stoppé le véhicule. Ces armes sont vraiment incroyables. Incroyable et fatal. Oh, bon sang. Elle n'a pas survécu. Les autres non plus, sans doute. Personne n'a survécu. Les 2 autres sont morts. Nos 3 passagers se sont dégonflés et après un coup d'œil à l'autre côté de la voiture, on comprend pourquoi. Regardez! Oh mon Dieu! Les balles ont percé un côté et ont traversé l'autre. C'est incroyable! Elles sont passées au travers comme un couteau dans du beurre. Je suis complètement survoltée. Les bottins ont subi un dur coup. Que doit-on penser du mythe? Peu importe le nombre de bottins, ils ne peuvent pas arrêter ces projectiles. Oui, mais avant les balles de calibre 50, ils ont stoppé toutes les munitions. La progression était très claire. Lors des premiers tirs, la voiture était entièrement à l'épreuve des balles. Après la deuxième série de tirs, elle résistait encore. Mais au dernier test, elle était plutôt poreuse. Jamie et Adam s'amusent comme des fous. La plateforme a disparu. En vérifiant si plonger peut nous sauver la vie. Maintenant, ils veulent un plus gros boom. Question d'en avoir pour leur argent. Pour la prochaine explosion, on utilisera un explosif appelé ANFO. C'est du nitrate d'ammonium employé à la fois comme engrais et comme carburant diesel. Aujourd'hui, il créera une onde de pression se déplaçant 1220 mètres par seconde. C'est cette onde qui fera éclater les disques de rupture. En principe, une fois les disques neufs en place, c'est le moment de provoquer l'explosion à l'ANFO. Tout est là, c'est magnifique. Surpassera-t-elle celle de l'essence? Selon moi, comme l'eau est beaucoup plus dense que l'air, l'explosion voudra emprunter le chemin offrant le moins de résistance, soit l'air. Elle va rebondir sur l'eau. Pas de doute qu'à 1,5 mètre et 3 mètres, les disques à l'air libre vont éclater. Mais je ne crois pas que ceux dans l'eau éclateront. D'après moi, on verra une grande différence entre la propagation des ondes dans l'air et celle dans l'eau. Tout sera bientôt révélé. Jimmy prend les commandes. On peut y aller? On peut y aller. À toi de jouer. D'accord. N'oubliez pas, n'essayez pas ce genre de boom dans votre propre lac. 23 kilos d'ANFO dans 3, 2, 1. Bye-bye.
Oups! Les 23 kilos d'Anfo ont presque supprimé l'installation au grand complet. C'est devenu une opération de récupération. En effet. Mais qu'est-ce que l'onde de choc avançant à 1220 mètres par seconde a fait des disques de rupture? Alors? Oh! Il a éclaté? Il y a un gros trou. C'est vrai? Oui. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça donne sous l'eau. Oui, c'est la grande question. À 15 mètres au-dessus de la surface, à la distance la plus éloignée de l'explosion, les disques ont éclaté. Et sous l'eau? Both burst discs are burst. Wow! Les 23 kilos d'Anfo ont percé chacun des disques de rupture. Cette énorme explosion complique la tâche des gars et les empêche de formuler une conclusion. L'Anfo a la réputation d'être un explosif assez agressif et, comme un enfant agressif dans une cour d'école, il a décimé 2 de nos 4 mâts. Est-ce un résultat concluant? Ça ne répond pas vraiment à notre question. J'espère que la dynamite pourra mieux nous aider. Oui, les stupéfiants ont un dernier explosif dans leur sac. Cette fois, on utilisera 23 kilos de dynamite, soit 25 bâtons comme ceux-ci. La dynamite est un explosif puissant qui crée une onde de pression se déplaçant dans l'air à 2740 mètres par seconde. Elle est plus rapide que l'Anfo, mais aussi moins agressive. Dans l'industrie des explosifs, c'est ce qu'on appelle la brisance. Le dernier explosif est mis en place avec précaution, prêt à détonner. L'explosion à l'essence nous a montré qu'il valait mieux se retrouver sous l'eau, tandis qu'avec la détonation de l'Anfo, c'était la dévastation totale au-dessus et sous la surface. L'explosion de la dynamite sera donc décisive. Prêt à faire feu! 23 kilos de dynamite dans 3, 2, 1! Génial! Quelle détonation! C'était plus gros qu'avec l'Anfo. L'explosion de la dynamite était vraiment explosive. Je ne vois qu'un seul mât. Ouais. Opération de sauvetage. La dynamite a clairement détruit l'installation. Mais les disques placés sous l'eau auront-ils subi le même sort? It's a hilarious horror show down here. The 5, the 10, and the 20-foot marker are all huddled together. They are still attached to the rope, but every single burst disc on all 3 of them is completely blown over. Ça, par exemple. Sous l'eau, à 1,5, 3 et 6 mètres, les disques sont brisés. Et on retrouve la même chose à la surface. Mais qu'en est-il à 15 mètres? Il est complètement percé. À la surface, le disque a éclaté. Cependant, You're gonna love this, Jamie. The 50-foot mast, 10 foot down, the burst disc is intact. C'est très révélateur au sujet du mythe. C'est génial. Et à 1,5 mètres? The 5-footer is also intact. Repeat, the 5-footer is also intact. Ce qui s'est passé au mât situé à 15 mètres est très intéressant. Le disque à la surface a éclaté, mais ceux sous l'eau sont restés intacts. des résultats choquants. Comme dans le cas d'une explosion à l'essence. Lorsque de la dynamite explose, se réfugier sous l'eau peut tout changer. Les explosifs sont de drôles de créatures. L'Anfo a brisé notre corde et détruit 2 de nos 4 mâts. La dynamite n'a pas brisé la corde, mais elle a massacré 3 mâts. Toutefois, elle a fait éclater tous les disques à l'air libre, mais pas ceux placés sous l'eau à 15 mètres de distance. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, dans une telle situation, il est plausible que l'eau puisse nous protéger d'une explosion. Le mythe est plausible. Partons d'ici. D'accord.